Salut! Alors lui, c'est Thomas. Thomas est un jeune homme, né en Seine-et-Marne le 27 mai 1989. Il a grandi dans une famille... ça va, tu vas pas faire ma biographie non plus, va droit au but là. Bon, désolé. Venons-en aux faits. Thomas, c'est un mec qui, avec sa petite famille, a décidé de construire soi-même sa maison. Et voilà leur histoire. Alors, dans cette première vidéo, on va déjà commencer par parler de tout ce qui est l'avant-travaux, donc c'est-à-dire toutes les personnes avec lesquelles on s'est entouré, la naissance du projet, pourquoi ce choix, pourquoi ce projet-là. On va parler après aussi de tout ce qui est administratif, donc une partie très très fastidieuse et très longue, mais obligatoire dans ce genre de projet. Et enfin, on va pouvoir parler aussi de l'achat des matériaux, donc les choix qu'on a fait en termes de matériaux, pourquoi, les causes, les effets, donc notamment Firmin dont on va parler, qui est un intervenant qu'on voulait pas mais on n'a pas eu le choix. Enfin bref, tout ce genre de choses qui vont être intéressantes à voir avant les travaux. Alors pour ce chantier, il y a eu beaucoup d'intervenants. Notamment, on a eu 2 personnes très importantes. Adeline, ma conjointe, qui est également la mère de mes enfants. Elle a permis tout ce qui était le côté administratif, tout ce qui était logistique, toutes ces choses-là qui ne sont pas forcément mon point fort, mais qui sont très importantes pour que le chantier se déroule bien. Et on a aussi Laurent, son père, qui lui a vraiment été là sur le côté technique et main-d'œuvre, qui a beaucoup aidé, vraiment énormément, notamment en termes d'études de plans, de faisabilité, de main-d'œuvre. Alors là, il a été fabuleux, il a sacrifié beaucoup de week-ends et beaucoup de vacances pour nous aider. Il a de l'outillage que j'ai pas forcément parce que lui il a une entreprise de métallerie, donc il a pas mal d'outillage. Il a un dépôt où on a pu travailler l'hiver, notamment quand il pleuvait, ça va travailler chez lui pour après ensuite l'emmener sur le terrain. Et ensuite on a d'autres personnes qui sont venues se greffer au projet, plus ponctuellement on va dire, sur des tâches un peu plus précises comme porter des charges lourdes ou besoin de main d'œuvre pour des trucs un peu plus compliqués. Ils se reconnaîtront de toute façon, qui ont été là aussi pour nous aider et c'est génial, on a pu faire un projet vraiment familial et amical parce qu'on a eu pas mal d'amis aussi qui sont venus. C'est vraiment un petit cocon qui s'est formé autour de cette maison et ça a été fabuleux pour nous, on a adoré ce projet et c'était vraiment génial. Alors comment est né le projet? C'est assez simple, comme beaucoup de jeunes parents, ma femme étant enceinte à cette période-là, on a décidé de créer notre cocon et on avait le choix entre soit acheter une maison, soit la construire. Donc là, le choix était vite fait. On a décidé de construire parce qu'on voulait vraiment quelque chose qui nous ressemble. On ne voulait pas quelque chose qui soit acheté, qui soit déjà à quelqu'un avant nous. Et donc on a commencé à décider à chercher un terrain, quelque chose qui soit vraiment en campagne parce qu'on ne voulait pas de ville, de surpopulation, nous on voulait être au calme. Par exemple, on n'en voulait pas. Trop urbanisé. Nous, on voulait vraiment être à la campagne. Voilà quoi, là on est au calme, on est bien. Alors à partir de ce moment-là, on a commencé à prospecter, on a regardé beaucoup de terrains en zone un peu Nord-Loire, au-dessus de Nantes, c'est une zone qui nous intéressait beaucoup. Et on en a vraiment un terrain qui est sorti du lot et qui nous a vraiment plu, c'était un coup de cœur. Donc on a signé un compromis de vente avec la vendeuse. Et comme ça, on a tout de suite mis une option dessus. Ensuite, on a été voir quelques constructeurs qui, eux, nous ont proposé plusieurs plans, plusieurs esquisses. Des esquisses qui, malheureusement, se ressemblaient toutes. Elles étaient toutes à peu près pareilles. C'était la maison de monsieur, madame, tout le monde. C'était la chose qu'on voulait pas, quoi. Donc, on a commencé à être un peu dépité. On en a parlé à la famille, notamment le père d'Adeline. Et lui nous a dit, si vous voulez, je connais un architecte avec qui je travaille beaucoup. Et cette personne... elle pourrait éventuellement être intéressée par ce style de projet, à voir avec lui, si vous voulez, je vous propose un rendez-vous. On a accepté en se disant quand même, c'est un architecte, c'est pas vraiment pour nous quoi. Au final, on a quand même accepté l'idée, on a été le voir, et là, révélation,
Yann Perron qui a proposé un projet vraiment à notre image, a vraiment été à notre écoute, ça nous a vraiment plu et on a vraiment adhéré au projet. Ouais. Donc l'architecte il nous a proposé un projet qui était vraiment à notre image et qui nous a énormément plu. Par contre, pour qu'il soit réalisable, on a dû prendre 2 grosses décisions pour en soi réduire le coût du projet encore parce qu'il était encore hors budget. On a dû choisir un isolant qui était peu commun, qui nous a permis de réduire vraiment les coûts, c'est la paille. La paille, c'est un isolant dont il nous a parlé, au début, on s'est dit, c'est quoi cette idée farfelue de mettre de la paille en isolant, on n'est pas les 3 petits cochons. Mais plus il nous en a parlé, plus il nous a convaincus en nous expliquant que c'est un isolant qui est extrêmement bon, qui est très peu cher parce que c'est local, c'est pas difficile à trouver. Donc la paille, c'était un très bon compromis pour réduire les coûts et isoler très bien cette maison. Ensuite, la deuxième chose qu'on a dû décider, c'était de réduire les coûts de main-d'œuvre pour pouvoir travailler nous-mêmes sur le chantier et faire de l'autoconstruction. Pareil, on s'est posé longtemps la question, mais on a eu quand même Laurent derrière aussi qui nous a bien convaincus en nous disant que c'était largement faisable, que la conception en soi était largement faisable nous-mêmes. Donc à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon allez, on se lance, c'est parti, et là, l'aventure commence, c'est parti. Le 17 octobre 2017, donc, on a eu le compromis de vente du terrain. Donc ce compromis de vente, on l'a signé pour être sûr de mettre une option dessus parce qu'on voulait vraiment pas que le terrain nous passe sous le nez. À partir de ce moment-là, donc aux alentours de novembre 2017, on a contacté l'architecte dont Laurent nous avait parlé pour vraiment fixer un rendez-vous. Donc là, on a eu un premier rendez-vous avec lui, première rencontre, et c'est à ce moment-là qu'il nous a justement proposé ce projet qui nous a vraiment plu, vraiment intéressé. Et c'est donc à ce moment-là que on a vraiment adhéré au truc et qu'on a commencé à discuter de tout ce qui était partie agencement, matériaux, toutes ces choses-là, et on a vraiment adhéré. En parallèle à ça, la vendeuse du terrain, de son côté, elle a fait un bornage du terrain qui, malheureusement, n'a pas servi à grand-chose parce que normalement, quand on fait un bornage de terrain, il faut d'abord se renseigner pour pas le faire pour rien, parce que c'est payant un bornage, et si on le fait avant d'avoir fait ce qu'on appelle une déclaration préalable en mairie, donc c'est un dossier qu'on donne à la mairie avec justement dedans un projet de bornage. Et cette déclaration préalable, la mairie l'accepte ou non. Le problème, c'est que elle a fait son bornage avant tout. Donc ça, c'était le 10 novembre 2017, elle a fait son bornage. Entre-temps, du coup, après le bornage, elle a fait ses dossiers. Ça, malheureusement, elle aurait dû le faire avant de faire son bornage. Pourquoi ? Parce que, on va le voir maintenant, le 22 février 2018, la vendeuse a reçu le certificat d'urbanisme concernant le terrain qu'elle devait nous vendre. Elle a reçu également, dans ces dates-là, la déclaration préalable donc de la mairie qui a été refusée. Donc cette déclaration préalable a été refusée, notamment pourquoi ? Parce que sur le terrain, comme elle nous l'avait proposé à la vente, son allée, enfin l'allée que nous on devait avoir pour accéder à notre terrain, n'était pas en zone constructible. Et là où ça posait problème, c'est que l'allée pour accéder, et surtout les réseaux, donc tout ce qui va être PTT, électricité, eau, tous ces réseaux-là devaient être en zone constructible. Et là, le projet a été refusé à ce niveau-là. Donc à partir de ce moment-là, elle a été soit obligée de nous vendre une partie de terrain en plus pour pouvoir rester en zone constructible, soit ne pas nous vendre le terrain et on refusait tout et on annulait tout. Mais à ce moment-là, son terrain, l'année d'après, n'était plus vendable en tant que zone constructible, mais en tant que zone agricole. Et là, elle l'aurait vendu beaucoup moins cher. Donc on a réussi à trouver un compromis. On a réussi à avoir un peu plus de terrain pour pouvoir avoir notre accès en zone constructible, mais en contrepartie, elle ne nous demandait rien en échange en termes de finances. On n'a pas payé plus cher pour ça. À ce moment-là, il y a eu une nouvelle déclaration préalable de division qui a été faite et validée le 4 avril 2018. Donc nous, c'est le document qui nous manquait pour le permis de construire, donc on a tout de suite rajouté cette pièce au dossier et envoyé le permis de construire. Peu de temps après, donc le 19 juillet 2018, le permis de construire a été validé par la mairie. Nous avons donc pu attaquer directement la partie financière et envoyer le feu vert au niveau des banques.
Et là, on a eu de nouveau des ennuis au niveau de la banque ce coup-ci, car le banquier pour lui a pris vraiment le dossier à la légère, car il pensait que ça ne passerait pas en commission. Il n'a pas eu un suivi très régulier, il était vraiment très loin de notre dossier, ce qui fait que notre dossier au final n'est pas passé en commission. Parallèlement à ça, et maintenant qu'on avait une déclaration préalable validée par la mairie, le bornage du terrain officiel a été fait le 2 octobre 2018. Le dossier n'étant pas passé en commission par rapport à la banque, on était vraiment dépité. Et c'est à ce moment-là que l'agence de la vendeuse nous ont conseillé de contacter un courtier spécialisé en autoconstruction. Chose qu'on a faite directement et on a été agréablement surpris car en lui donnant le dossier complet qu'on avait fait à la banque précédente, ils nous ont fait passer le dossier à la banque en 15 jours, c'était réglé. Le prêt a été accordé le 3 juin 2019. Ensuite, ça a été très vite. Par rapport au prêt bancaire, on avait 10 jours de réflexion et de rétractation. Forcément, on a foncé tout droit, donc à partir du 3 juin, on a attendu 10 jours. Le 13 juin 2019, nous avons signé officiellement l'achat du terrain auprès de la vendeuse. Nous étions enfin propriétaires. Alors, le choix des matériaux, il s'est fait lors de la phase de création du projet, c'est-à-dire lors des rendez-vous avec Monsieur Perron, notre architecte. Donc on va surtout parler des 3 matériaux principaux de base, qui sont donc le métal pour tout ce qui va être la structure de la maison, son squelette, le bois qui nous a servi pour l'ossature en Douglas notamment, et le bardage en châtaignier, et la paille, donc comme je le disais tout à l'heure, pour l'isolation. Alors, le métal, pourquoi on a choisi le métal ? Comme je l'ai dit précédemment, Laurent, le père d'Adeline, est métallier. Donc réaliser nos menuiseries et notre structure en métal, ça permettait de limiter les coûts. Donc c'était forcément une évidence pour nous. Ensuite le bois. Pourquoi une ossature bois ? Une ossature en bois de Douglas notamment, c'était le meilleur moyen de fabriquer cette maison, compte tenu de l'isolation qu'on avait choisi, la paille. C'est-à-dire qu'il fallait une sorte d'encadrement pour pouvoir enfermer toute cette paille. Ensuite le bardage en châtaignier, lui, on l'a choisi plus pour son côté esthétique. On préférait quand même du bois par rapport à un enduit classique. Pourquoi du châtaignier ? Parce que le châtaignier, c'est l'une des plus belles et durables essences de nos forêts françaises. En plus, il ne nécessite aucun traitement, il est naturellement durable. Il résiste à la plupart des insectes xylophages, et d'un point de vue esthétique, on avait beaucoup aimé sa petite patine grise argentée qui s'installe quand il vieillit. Maintenant la paille. Bon, la paille, clairement, on a été convaincu par l'architecte. Au-delà de son côté un peu original en termes d'isolation, qui nous a beaucoup plu, il y a quand même le prix qui joue énormément. Forcément, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un produit qui est local, donc très peu coûteux. En plus, il est écologique, facile à produire, il a une empreinte carbone très basse, étant donné qu'il est local. C'est aussi un produit qui est durable, car contrairement à ce que les gens peuvent penser, il a une durée de vie de plus de 100 ans. Et en plus, il est performant en termes d'isolation, que ce soit aussi bien thermique que phonique. Alors, concernant l'approvisionnement en bois, notre projet a connu de nombreux problèmes. Et ça, c'est à cause de Firmin. Vous savez, Firmin, l'intervenant non désirable dont je parlais en introduction. Firmin, c'est lui. Et oui, Firmin, le pangolin. Un petit gars atteint du virus SARS-CoV-2 qui l'a refilé à un mec, puis il y a plein d'autres. Et c'est comme ça que le Covid-19 est arrivé. Du coup, pas mal d'usines et de scieries et d'autres entreprises de production ont tourné au ralenti, voire même fermé pendant quelques temps, histoire de ralentir la pandémie. Sauf que quand la pandémie a ralenti, les chantiers, eux, ils ont repris, ce qui a demandé énormément de matériaux. Mais les usines qui étaient au ralenti ou qui avaient fermé n'en avaient pas produit autant qu'il ne fallait. Donc, le bois était difficile à trouver, et quand on en trouvait, fallait payer le prix fort. Et moi, ça m'arrange pas, étant donné qu'on essaie de ne pas trop dépenser. Merci Firmin. Du coup, on a dû faire une concession. Au lieu du bardage en châtaignier, on est passé sur du pin. Les sections de bois qu'on achetait, à chaque fois, dépendaient de ce qu'on trouvait sur le marché. Ça nous a donc forcé à pas mal de changements par rapport au niveau des plans, etc., etc. Bref, c'était un vrai casse-tête, mais bon, on a fini par y arriver. Ce premier chapitre de la construction est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter. Ça, c'est important pour moi pour que je puisse proposer du contenu à la hauteur de vos attentes. En tout cas, pour être sûr de ne pas rater le chapitre 2 et les suivants, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour être prévenu quand la prochaine vidéo sortira. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.